Chers téléspectateurs, je suis très heureux de recevoir pour cette émission de rentrée Antoine de Lacoste, qui est un spécialiste de géopolitique que beaucoup d'entre vous connaissent certainement à travers les chroniques qu'il donne régulièrement au site Boulevard Voltaire. Et les derniers événements survenus cet été, notamment ceux d'Afghanistan, font qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur la situation nouvelle qui s'est ainsi ouverte et sur les perspectives qu'elle peut offrir dans les mois et les années qui viennent. Alors Antoine de Lacoste, tout d'abord, cet échec américain en Afghanistan, comment peut-on globalement l'expliquer? Car personne évidemment ne l'avait imaginé il y a maintenant 20 ans, quand les Américains et l'OTAN derrière eux sont intervenus en Afghanistan après les attentats du 11 septembre, comment la première puissance du monde est-elle confrontée à ce qu'il faut bien appeler un échec, puisque les talibans chassés du pouvoir à l'époque l'ont repris purement et simplement, sont de nouveau les maîtres de Kaboul 20 ans après. C'est un échec, et puis dans la forme, c'est une déroute finale qui n'honore pas l'Amérique. Oui, l'image effectivement de la retraite un peu chaotique de Kaboul, la comparaison avec Saïgon en 1975, tout cela effectivement d'un point de vue symbolique alors pèse très lourd. Tout à fait. Alors l'explication de cet échec, il y en a évidemment plusieurs. Au départ, après le 11 septembre, l'Amérique veut punir l'Afghanistan, puisque l'Afghanistan a abrité Al-Qaïda. Et qu'Al-Qaïda est clairement à l'origine des attentats du 11 septembre. C'est un but de guerre qui est simple, et d'ailleurs, l'affaire réussit. Ils envahissent l'Afghanistan et ils mettent les talibans à la porte en très peu de temps, et avec, c'est vrai, pas mal de moyens, mais finalement très peu de temps, sans aucune difficulté, et avec un minimum de morts de leur côté. Et grâce à l'alliance avec les Ouzbeks et Tadjiks de l'Alliance du Nord. Alors tout à fait, ça les a bien aidés, mais de toute façon, les talibans, face à la puissance de feu américaine, étaient incapables de résister. Les forces spéciales américaines n'ont eu aucune difficulté à enfoncer les talibans. Donc, les talibans s'en vont, et puis commence une phase intermédiaire où là, les premiers errements commencent. Tout le monde sait que Ben Laden s'est réfugié au Pakistan. C'était le deuxième but de guerre, non seulement punir les talibans pour avoir abrité Al-Qaïda, et puis tuer Al-Qaïda. Donc ils ont tué un certain nombre de gens d'Al-Qaïda, beaucoup se sont fait sauter pour ne pas tomber vivants aux mains des Américains, mais il manquait le principal, il manquait Ben Laden. Et là commence un jeu de chat et la souris avec le Pakistan particulièrement malsain. C'est-à-dire que les services secrets américains savent très bien que les services secrets pakistanais abritent toute une série de rescapés d'Al-Qaïda, dont Ben Laden lui-même, et les Américains ont donné le sentiment de faire plus ou moins semblant de le traquer. Ils ne voulaient pas prendre le risque de se fâcher avec le Pakistan, pour des raisons géopolitiques évidentes. Et donc, le Pakistan, c'est quand même une puissance importante dans la région. Et donc, se fâcher avec les Pakistanais, ils n'ont pas voulu prendre ce risque. Et donc, envoyer des commandos sur les territoires pakistanais pour aller tuer Ben Laden, pendant des années, ils n'ont pas voulu le faire. Tout laisse à penser qu'à certains moments, Ben Laden a été localisé. Et puis, au fond, les Américains s'étaient fait une raison. Pourquoi risquer de se fâcher avec le Pakistan pour tuer Ben Laden, qui n'est plus opérationnel? Oui, qui était inoffensif désormais, oui. Exactement. Un homme traqué, de toute façon, n'est plus opérationnel. Et puis, pour des raisons de politique intérieure essentiellement, ils ont un jour décidé de tuer Ben Laden. Comme par hasard, ils l'ont trouvé très vite, et donc cette fable de 10 ans de recherche intense pour tuer Ben Laden, personne n'y croit. Et tout le monde sait bien qu'un jour, pour des raisons de politique intérieure, eh bien, ils ont décidé de supprimer Ben Laden, qui était un symbole fort pour le terrorisme islamiste, et donc c'était une opportunité de détruire un symbole, même inopérant, mais de détruire un symbole. Ça redorait un petit peu le blason des opérations extérieures américaines pour donc l'opinion publique américaine. Ce deuxième temps donc est un peu trouble, un peu confus. Pourquoi avoir attendu autant? Et puis, parallèlement, le but de guerre simple de départ, détruire les talibans, tuer Al-Qaïda,
C'est conjugué avec la folie néoconservatrice américaine, qui est de vouloir construire un État, exporter la démocratie, apprendre les droits de l'homme aux talibans, comme si ce sujet pouvait les intéresser en quoi que ce soit. Alors ça a été un échec absolu, échec total. Ils se sont heurtés au clan afghan, non seulement aux ethnies, de nombreuses ethnies en Afghanistan. La principale sont les Pashtuns. Oui. C'est de là que sortent les talibans, qui représentent à peu près 40% de la population. Et puis vous avez les Tadjiks, que vous avez cités tout à l'heure, 30% à peu près de la population afghane. D'autres populations, les Turkmènes, les Ouzbeks, qui généralement ne sont pas spécialement amis avec les talibans. Les Hazaras aussi. Les Hazaras, alors eux, les chiites. Hazaras, en plus, ça se conjugue avec un aspect religieux, c'est que toutes les ethnies que je viens de citer sont sunnites, et les Hazaras que vous venez de citer sont chiites. Et donc forcément, ils ont été persécutés par les talibans, parce qu'en bon sunnite islamiste, il est bon quand même de tuer ces horribles hérétiques que sont les chiites, et donc les Hazaras en l'occurrence. Mais il ne faut pas croire que tout ça était parfaitement homogène. Tous les Pashtuns ne sont pas talibans, et tous les Tadjiks n'étaient pas anti-talibans, et donc ça n'était pas une guerre d'ethnie. Parce qu'à ces ethnies vient se superposer toute la complexité de l'Afghanistan. L'Orient, c'est jamais très simple. Alors l'Afghanistan, en la matière, c'est encore plus compliqué parce qu'on raisonne aussi par clan, par tribu, par vallée. Qui tient telle vallée? Qui tient telle vallée? Et donc, c'est pas comme en Syrie où c'est de la plaine et où l'enlisement promis aux Russes n'a pas eu lieu pour des raisons topographiques et de géographie physique évidentes. En Afghanistan, l'enlisement promis aux Soviétiques a eu lieu, comme avant les Anglais s'étaient enlisés, et l'enlisement promis aux Américains s'est également produit. Et les Américains, donc, ont voulu, grosso modo, exporter leur démocratie, construire un nouvel État, state building, selon la doctrine néoconservatrice américaine. Et c'est ça la principale cause de l'échec, parce que ça ne peut pas arriver dans des pays à la culture aussi différente, à la religion aussi différente. Et donc, la construction d'un État a abouti à quoi? À la mise au pouvoir d'un clan, ça aurait pu être un autre, mais qui a rompu le fragile équilibre de clan à clan, de vallée à vallée, d'ethnie à ethnie. Et donc, on a installé au pouvoir un ensemble d'une élite, une élite afghane. C'était pas des imbéciles, loin de là. Les différents présidents qui se sont succédés étaient même, d'une certaine façon, des intellectuels. Mais avec des strates intermédiaires, ensuite, d'une corruption absolue, totale. Aussi bien dans l'armée que dans l'administration. Et quand vous construisez une armée qui n'hésite pas à vendre ses armes aux premiers venus, et notamment les talibans, eh bien, vous ne pouvez pas réussir. Donc, et pour des raisons politiques, et pour des raisons militaires, ça n'a pas marché. Après, il est sûr aussi que la résistance de Massoud dans le Nord avait été anéantie par l'attentat qu'il a tué 2 jours avant le 11 septembre. Donc tout ça a été quand même bien préparé. Et son fils qui a résisté jusqu'à hier, et d'après les informations qu'on a, même si ce n'est pas tout à fait certain, il semble bien qu'avec le peu d'hommes qu'il avait, il n'a pas pu résister très longtemps. Ça ne paraît pas véritablement viable. Donc les buts de guerre, très clairs de départ, tuer les talibans, chasser Ben Laden, se sont ensuite évaporés dans cette espèce de folie néoconservatrice totalement utopique, totalement coupée de la réalité, qu'on retrouvera en Irak. En Irak, un peu en Syrie, mais l'intervention russe a empêché le désastre syrien de se produire. Et cette doctrine néoconservatrice, peut-être cette fois, aura du mal à se relever de cet échec, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher en termes d'image, ça coûte cher tout simplement en termes financiers. Et donc pour les Américains, la leçon est rude. Et dans les exemples cités, on pourrait rajouter la Libye également. Bien sûr. Alors la Libye, la responsabilité américaine est un tout petit peu moindre, puisque ce sont les Français, les principaux coupables. Sarkozy inspiré par l'inévitable Bernard-Henri Lévy. Évidemment. Dont on se souvient des tirades concernant la construction de la démocratie en Afghanistan, à l'époque de la conférence tenue à Bonn, je crois, C'est ça. en 2000, à la fin de 2001.
Bernard-Henri Lévy, qui tenait lieu de ministre des Affaires étrangères officieux. De fait, oui. Et donc, qui a convaincu Sarkozy. Sarkozy avait un compte trouble à régler avec Kadhafi. Oui. Il a convaincu Cameron sans beaucoup de difficultés. Obama avec davantage de difficultés. Ouais. Obama n'était pas très chaud dans l'affaire. Ouais. Et c'est Hillary Clinton qui, elle, va-t-en-guerre, évidemment, a été ravie d'exporter cette doctrine néoconservatrice qui, on l'a vu dans toutes ces occasions-là, va au-delà du clivage démocrate-républicain. Et donc, il y a eu des démocrates qui ont également adhéré à cette doctrine puis historiquement, aux États-Unis, les interventionnistes porteurs des idées de droits de l'homme, d'un gouvernement mondial à venir, etc., c'est plutôt dans le camp démocrate, en fait. Les républicains, c'est plutôt l'héritage de la guerre froide qui fait qu'ils apparaissent en pointe dans ce genre de conflit, où ils ont le sentiment de rejouer un petit peu le scénario de la guerre froide, quoi. Oui, c'est vrai. Mais quand même, pour l'Irak, ce sont les républicains qui sont en première ligne avec Donald Rumsfeld et Dick Cheney, qui sont quand même les fers de lance et néoconservateurs et pétroliers, avec Condoleezza Rice, ils ont des intérêts dans les grandes sociétés pétrolières. Bien sûr. Et donc cette doctrine d'agression systématique pour, soi-disant, restaurer la démocratie, ou instaurer, pas restaurer, parce que dans ces pays-là, elle n'a en réalité jamais existé, pour instaurer la démocratie à des buts ultimes, c'est-à-dire l'impérialisme américain, soit pour contenir la Russie, c'était un petit peu le cas de l'Afghanistan, soit pour s'implanter en différents endroits du globe, c'est le cas de l'Irak, éventuellement de la Syrie, il y a eu une vraie hésitation. Mais de ce point de vue-là, la présidence d'Obama a empêché cela. Et les Américains, avant l'affaire du 11 septembre, avaient des contacts avec les talibans et notamment certains groupes pétroliers américains dans la perspective de créer un oléoduc permettant de passer, d'exporter le pétrole ou le gaz d'Asie centrale jusqu'au Pakistan pour avoir un débouché sur l'océan Indien. Exactement. C'est le gaz et le pétrole de la mer Caspienne qui devaient en effet traverser l'Afghanistan pour rejoindre le Pakistan. Ça n'a pas pu se faire à cause du 11 septembre. Mais en effet, vous avez raison, les Américains étaient en conversation régulière avec les talibans jusqu'au 11 septembre. Et le choc du 11 septembre va mettre un terme à ces conversations. Sinon, il est bien certain qu'on est à la barbe des Russes, il risquait d'y avoir ce pipeline qui, après, rejoignait le Pakistan, et ce qui, pour les Russes, aurait été un très mauvais coup. De ce point de vue-là, le 11 septembre a été une bonne nouvelle pour les Russes, indirectement en tout cas, parce que ça leur a permis de remettre la main sur la mer Caspienne. Sur l'Asie centrale ex-soviétique. Exactement. Et aujourd'hui, les réunions qui ont lieu tous les ans autour de la mer Caspienne entre les pays concernés par cette production, peut-être desquels les États-Unis et l'Iran, eh bien, permettent de resserrer les liens avec les pays du Caucase qui ont un accès à la mer Caspienne et qui donc sont producteurs de pétrole. Et aujourd'hui, il n'est plus question évidemment de léoduc ni de gazoduc traversant l'Afghanistan. Et alors, quelles sont les perspectives maintenant pour l'Afghanistan ? Une page, là, manifestement, est tournée avec la fin de l'intervention américaine. Est-ce qu'on peut imaginer, à travers ce phénomène taliban, la naissance, la montée en puissance d'un État en mesure d'unifier cet espace assez divers, assez dispersé ? C'est la dynastie Pashtun des Durrani qui avait réalisé ce royaume d'Afghanistan au XIXe siècle, avec la bénédiction d'ailleurs des grandes puissances de l'époque, Russie au nord et Angleterre évidemment au niveau de l'Empire des Indes. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que, après ces décennies de guerre et d'épreuves, cet Afghanistan puisse trouver un dénominateur commun qui permettrait d'établir une véritable existence politique autonome, dans le concert en plus des puissances régionales qui sont toutes à l'affût, évidemment. Évidemment. Alors, seul, non. Tout dépend qui va mettre la main sur l'Afghanistan maintenant. Déjà, au départ, c'est compliqué, parce que l'Afghanistan, est-ce vraiment un pays ? On peut en douter. On peut en douter. Quand vous voyez que le tracé de la frontière... La géographie, déjà, paraît exactement. Et certaine. Puis, l'ethnie Pashtun est à cheval sur l'Afghanistan et le Pakistan.
C'est ça. Et donc, le tracé de la frontière qui sépare cette ethnie pachtoune c'est la frontière n'existe pas au quotidien. Du 19e siècle, qui date de l'Empire des Indes, à l'époque où les Anglais voulaient sécuriser leur fameuse frontière du Nord-Ouest, Exactement. à hauteur des passes de Khyber et des monts Soleiman. Et là, les Pashtuns, ils sont des deux côtés. Et quelque part, le Pakistan, dans tout ça, n'est pas non plus innocent, parce que soit il craint l'irrédentisme pashtun qui serait originaire de l'Afghanistan, soit il aurait des ambitions, justement, sur Kandahar, en gros, pour simplifier. Tout à fait. Le Pakistan rêve de toute façon de mettre la main sur l'Afghanistan, ça c'est sûr. Ils sont derrière les talibans depuis le début. Ils ont soutenu, hébergé, financé, avec l'aide aussi des puissances du Golfe. Le Qatar a joué son rôle, comme d'habitude. D'ailleurs, c'est lui qui a été le réceptacle de 50 000 réfugiés évacués par les Américains de Kaboul sur la base américaine du Qatar. Donc, les islamistes, parce que le Pakistan est un État islamiste, il faut être clair, et à travers ses services secrets, a soutenu les talibans de façon à peu près constante. Et depuis longtemps, puisque l'on sait, Ben Laden servait d'intermédiaire pour distribuer les fonds de la CIA via le Pakistan aux Moudjahidines qui luttaient à l'époque contre l'envahisseur soviétique. Tout à fait. Mais alors aujourd'hui, quand même, il y a d'autres données qui viennent se greffer là-dessus. Sinon, ce serait trop simple. Les Américains ne sont plus là, c'est un fait. Les Pakistanais sont là. Bien sûr. Mais, du coup, il y a quand même deux pays qui regardent ça de très près, la Russie et la Chine, bien évidemment. Et c'est pour ça que sur le plan géopolitique, cette retraite, ce désastre précipité est assez incompréhensible. C'est une erreur de plus, parce que il y a dans l'idée des dirigeants américains d'arrêter de se disperser et de se consacrer à la lutte contre la Chine. C'est Trump qui a changé le logiciel américain là-dessus, en disant, bon, les Russes restent des ennemis, parce que sinon, on n'est plus dans les grandes théories géopolitiques du 19e et du début du 20e. Et on n'a plus rien à faire en Europe. Exactement. Donc, il faut que la Russie reste un ennemi, mais progressivement, elle passe en numéro 2. Au profit de la Chine, qui devient l'ennemi numéro 1 pour une raison très simple que tout le monde connaît, c'est que la Chine, économiquement, peut dépasser les États-Unis. Et va probablement c'est en cours. Dépasser les États-Unis. Ne serait-ce que par son poids démographique, son étendue, ses ressources, ça paraît quasiment inéluctable. Exactement. Et donc, le dirigeant chinois actuel, Xi Jinping, a dit que pour 2049, centenaire... Pour le centenaire de la révolution maoïste. Exactement, de l'instauration du pouvoir communiste en Chine, il faudra à ce moment-là que la Chine soit la première puissance économique mondiale. Ils peuvent y arriver avant. Ils peuvent y arriver, ils peuvent être un espèce de super Japon du 21e siècle. On a vu ce dont a été capable le Japon au 20e, avec les ressources limitées qui étaient les siennes. Les Chinois sont pas plus mauvais que les Japonais, donc ça paraît tout à fait dans la perspective de choses envisageables. Tout à fait. Et alors les Chinois ont une qualité par rapport aux Européens et par rapport aux Américains, c'est que peu importe la forme du régime, vous pouvez avoir une monarchie catholique de droit divin ou un régime taliban, islamiste ou n'importe qui d'autre, ça n'a aucune espèce d'importance. Le Chinois n'est pas exportateur de son idéologie. C'est une chose qu'il faut bien comprendre, ça, parce que on s'inquiète quelquefois en disant, mon Dieu, la montée de la Chine, on a peut-être raison de s'inquiéter, mais qu'on s'inquiète pour des raisons économiques, pas pour des raisons idéologiques, sauf peut-être pour les malheureux Chinois ou les malheureux Hongkongais et peut-être les Taïwanais dans l'avenir. Mais les Européens que nous sommes, par exemple, n'ont strictement rien à craindre de la Chine sur le plan idéologique. Ça ne les intéresse pas d'exporter le communisme, contrairement à... Oui, puis ils sont même plus communistes. Je ne sais même pas s'ils sont encore dupes. C'est un régime autoritaire. Des mots. C'est un régime autoritaire avec un semblant d'idéologie pour le justifier. Les folies maoïstes, les bains de sang, les grands massacres, tout ça, c'est terminé. Ils sont vaccinés pour ce genre de choses. Donc ce qui les intéresse, c'est de développer le commerce pour devenir la plus grande puissance du monde. Et pour ça, vous avez les fameuses nouvelles routes de la soie.
La crise sanitaire a donné un coup d'arrêt, d'autant que la popularité de la Chine en a pris un coup, puisqu'ils sont soupçonnés d'être l'origine du virus, de tout ça. Mais ils continueront de toute façon à développer cela, et ils ont une petite frontière commune avec l'Afghanistan, minuscule, avec 70 la péninsule du Wardak, là, exactement, au nord-est. C'était une espèce de zone tampon que les Anglais et les Russes avaient négocié ça pour être séparés à proximité de la frontière des Indes, quoi. Voilà. Alors quand on regarde une carte de l'Afghanistan, c'est d'ailleurs assez frappant. Vous avez un tracé à peu près rationnel, et puis tout à coup, vous avez une espèce de flèche appendice bizarre, exactement, vers l'est, qui part vers le nord-est et qui a une frontière commune minuscule, 70 km. Tandis que le Pakistan, lui, a une frontière commune d'environ 2500 km avec l'Afghanistan. Ça existe. Même l'Iran à 1000 km. Donc ça, c'est beaucoup plus important. Donc la Chine a cette petite frontière commune. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette petite frontière commune? Il y a le pays des Ouïghours, c'est-à-dire des musulmans chinois, le Xinjiang. Et s'il y a quelque chose qui inquiète les Chinois, c'est bien une résurgence du terrorisme islamiste. L'exportation de l'islamisme au Xinjiang. Exactement. Et donc, il ne faudrait pas que les talibans agitent les Ouïghours, dont ils peuvent avoir une similitude idéologique et religieuse évidente. Il ne faut pas oublier que dans la répression que subissent les Ouïghours et dont le monde entier s'émeut depuis que les États-Unis ont décrété que la Chine devenait un ennemi, parce que jusqu'à présent tout le monde s'en fichait complètement que les Ouïghours soient persécutés. Et quand les chrétiens se faisaient persécuter... C'était les Tibétains plutôt à l'époque. Alors il y avait les Tibétains, parce que le Dalai Lama était populaire. Ils sont un peu sortis de l'écran là maintenant. C'est ça. Le Dalai Lama faisait ses tournées européennes et donc les médias étaient émus par le Dalai Lama. Mais en réalité, il y a eu un islamisme ouïghour extrêmement violent. Il y a eu des soldats, des policiers assassinés. Vous avez eu plusieurs centaines de combattants ouïghours, plusieurs milliers de combattants ouïghours qui sont partis en Syrie faire le djihad avec Daesh. Et il y en a qui y sont encore. Vous avez dans la poche d'Idleb, au nord-ouest de la Syrie, des villages tenus par les Ouïghours, ce qui crée des problèmes de cohabitation avec les locaux qui n'aiment pas recevoir d'ordre de Chinois, ils n'en avaient jamais vu avant de leur vie. Et donc ils trouvent ça étrange. Donc les Ouïghours, il ne faut pas se tromper, vous avez un fond islamiste extrêmement fort. Donc les Chinois ont remis la main sur cette région. Et ils ont envoyé dans les camps, alors ça, ils ont fait ça à la chinoise. Après, on estime 1 million de rééducation de masse. Rééducation de masse, peut-être 1 million, c'est pas très bien. Mais ce qui est sûr, c'est que les Chinois ont un double motif, donc de mettre la main sur l'Afghanistan, tout au moins d'y exercer une influence forte. Et donc cette visée économique, évidemment, l'exportation, les routes de la soie, et cet aspect idéologique de prévention d'un nouveau terrorisme ouïghour. Et donc plusieurs responsables talibans ont été reçus cette année en grande pompe par les dirigeants chinois qui avaient anticipé le départ américain et qui donc ont entamé des discussions assez fructueuses avec les talibans, qui n'ont pas un sou devant eux, qui ont des structures à peu près inexistantes. D'ailleurs, aucun gouvernement n'est toujours formé, ça promet d'être une jolie foire, tout ça. Et donc les Chinois se voient assez bien jouer les éminences grises, protecteurs, financeurs, d'une influence économique dominante. C'est ça, et en même temps un contrôle strict de la frontière pour éviter toute infiltration. Alors en même temps, ces talibans qui ont pris le pouvoir, alors on agite un peu partout la crainte d'un prosélytisme islamique à partir de l'Afghanistan. Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît comme crédible, ça? Parce que certes, ils sont musulmans, certes, sous l'influence du Pakistan, il y a toute une frange là qui s'est radicalisée pour donner le mouvement taliban, mais l'islamisme, c'est pas là qu'il a ses racines. Un peu au Pakistan, en relais de l'Arabie saoudite, du wahhabisme saoudien, mais pas en Afghanistan en fait. Donc on imagine mal qu'ils soient... Ils ont abrité Ben Laden, certes, mais on imagine mal qu'ils soient en quelque sorte une espèce de base de départ pour une relance du terrorisme international. On n'y croit pas une seconde. Voilà, au pire, ils abriteront à nouveau les terroristes d'Al-Qaïda, sûrement pas de Daesh, parce qu'il y a des maquis de Daesh en Afghanistan, et ils se font la guerre entre talibans et Daesh.
Alors pour des raisons idéologiques, un peu, mais surtout pour des raisons de concurrence. L'un est au pouvoir, il n'a pas envie de le perdre. Puis dans le camp islamiste, il y a de sérieuses rivalités de plus, entre frères musulmans, Daesh, djihad islamique, ça varie selon les régions également. Ouais, tout à fait. On voit bien comment l'Arabie saoudite ne dispose plus de l'espèce de position de force dominante exclusive dont elle bénéficiait auparavant dans ce domaine. Oui, c'est clair. Il y a une influence wahhabisme, donc saoudienne, idéologique chez les talibans. Frères musulmans, pas tellement, mais quand même le Qatar est assez présent. Or, le Qatar est proche des frères musulmans. Les wahhabites et les frères musulmans, ça faisait aussi que les islamistes saoudiens ne pouvaient pas s'entendre avec les islamistes égyptiens, qui eux étaient sous l'influence des frères musulmans. Absolument. Alors là, l'influence des frères musulmans est faible pour l'instant en Afghanistan. On est dans une opposition classique de deux clans, le clan de Daesh, le clan des talibans. C'est plus une lutte pour le pouvoir qu'une lutte idéologique. Mais en effet, je ne crois pas du tout à l'instauration d'un terrorisme international à partir de l'Afghanistan. Ils en ont absolument pas les moyens, à tout point de vue. En plus de ça, leur doctrine musulmane est assez étrange, est assez fruste. En fait, ce sont en quelque sorte des compilateurs du prophète Mahomet. Il faut s'habiller comme lui, avoir la même longueur de barbe que lui, pour autant qu'on sache exactement la longueur de sa barbe. Et quand vous avez beaucoup de talibans qui s'habillent avec des pantalons qui arrivent jusqu'au milieu de la cheville, c'est très calculé. C'est parce que le prophète, on estime que ses pantalons étaient habillés exactement au milieu de la cheville. Donc vous avez une espèce de copiage étrange et presque puéril de tout ce qu'a fait le prophète. Idéologiquement, c'est assez frustrant. Oui, parce que historiquement, en plus, dans l'espace du sunnisme, l'Afghanistan, c'était une région anéphite, en fait, en termes de doctrine juridico-théologique, alors que le wahhabisme et les tendances les plus radicales, ils sont issus du rite hanbalite. Donc, c'était relativement pas un élément de radicalité islamique qui faisait la loi dans l'Afghanistan traditionnel. Ils étaient musulmans, certes, et puis disposés à repousser tout envahisseur qui n'était pas invité, mais c'est pas là qu'est le cœur, le noyau du cœur de l'islamisme le plus véhément. Non, tout à fait. C'est un islamisme qui ne s'exportera pas, c'est un terrorisme qui a été importé un peu à partir du Pakistan, même à partir des madrasas pakistanaises, et donc c'est pas là que se situerait vraiment le danger. Il y a un autre point qui me paraît intéressant aussi, c'est ce que va être l'attitude de l'Iran vis-à-vis du nouvel Afghanistan et ce que peut être la vision qu'ont les talibans aussi de l'Iran. Il faut rappeler qu'à une époque, les consuls iraniens, je ne sais plus si c'était à Hérat ou Mazar-i-Sharif, ont été pendus par les talibans à une époque. Donc les relations entre les deux, de plus l'Iran est chiite, on le sait bien, et puis les talibans sont sunnites, quel peut être le rapport? Parce que Hérat était historiquement iranienne, persane. Est-ce qu'il peut y avoir des aspirations iraniennes de changer les choses sur ce terrain-là? Est-ce que les talibans vont se vouloir agressifs contre un Iran chiite, donc perçu comme adversaire? Non, je ne crois pas. Parce que les mauvaises relations entre l'Iran et les talibans, vous l'avez rappelé, il y a eu une vraie guerre aussi à un moment donné, 95-96, les deux armées se tirent dessus, il y a des morts des deux côtés. Ça, je pense que cette époque est révolue. Et je pense que et les Iraniens et les talibans ont envie d'avoir des relations à peu près convenables. D'abord, la langue iranienne est parlée par énormément d'Afghans, donc il y a des liens quand même entre eux qui peuvent se resserrer. Les Tadjiks sont de tradition persane aussi. Oui, exactement, et effectivement tous ces Turkmènes qui sont eux aussi à cheval entre l'Afghanistan et l'Iran. Et donc les talibans aujourd'hui n'ont plus intérêt, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. On ne va pas dire qu'ils sont devenus gentils, surtout pas, ça va être une poigne de fer épouvantable, et il ne va pas faire bon être une femme afghane dans les années qui viennent, ça c'est sûr. Mais donc ça va être une poigne de fer terrible. Mais à l'extérieur, ils vont être beaucoup plus prudents qu'avant.
Ils n'ont pas d'argent, je l'ai dit, eux. Il faut durer. Ça ne va pas être facile. Et donc, il est hors de question, même avec l'aide de la Chine, il est hors de question de se fâcher avec qui que ce soit. Et puis, les Chinois, sur lesquels ils comptent beaucoup s'appuyer, verraient d'un très mauvais œil nous être fâchés avec l'Iran. L'Iran et la Chine ayant passé des accords importants dans les mois qui précèdent. Et donc, ils vont discuter, ils vont trouver des accords de paix armée, en quelque sorte, mieux que permet, de bon voisinage, vous avez raison. Et donc, je ne crois pas du tout à une résurgence de conflits, d'hostilités entre les deux pays. Les talibans ont une obsession aujourd'hui, entretenir de bonnes relations avec tous leurs voisins. Avec l'environnement régional. Oui. Exactement. Oui. Et puis il faut dire que le Pakistan, lui aussi, a des liens étroits avec la Chine, ce qui ne peut que contribuer à apaiser aussi la situation et l'attitude des talibans afghans. Hein. Tout à fait. C'est la Chine qui a le rôle clé et pas la Russie. La Russie est attentive, bien sûr, mais bon, elle a un passé un peu compliqué dans ce pays, mais elle n'a pas fait fermer son ambassade. Elle entretient des discussions, pas des relations encore, mais des discussions avec les talibans, et les dirigeants russes vont être très attentifs à la situation en Afghanistan, mais plus par rapport aux autres pays du Caucase, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Et les bases russes dans tous ces pays du Caucase sont en alerte, et des manœuvres ont lieu régulièrement entre les différentes armées de ces pays du Caucase et l'armée russe. Donc tout ça aux portes de l'Afghanistan. Donc ils sont très attentifs, très vigilants, mais ils savent que ce ne sont pas eux qui ont le plus d'atouts en main, ce sont bien les Chinois. Oui, vous voulez dire les pays d'Asie centrale. Oui, c'est ça. Et pas du Caucase. Oui, pardon. Caucase plus à l'ouest. Oui, bien sûr, il faut tenir compte de tout cela. Puis il faut rappeler aussi, c'est l'occasion de le faire quand même, parce qu'on a fait la comparaison, c'est que les Russes sont sortis d'Afghanistan dans de bien meilleures conditions que les Américains. Ça n'a pas du tout été la panique. Les Russes sont partis en bon ordre, l'affaire s'est déroulée, et puis le régime qu'ils ont mis en place à Kaboul a tenu encore pendant 3 ans. C'est ça. Le régime de Najibullah. Absolument. Comme au Vietnam, ça avait tenu 2 ans. Voilà. C'est un cas quand même assez unique d'effondrement. C'est dire à quel point l'Amérique est affaiblie. Je lisais une interview de Jean-Yves Le Drian, notre bien pâle ministre des Affaires étrangères, qui disait non, tout ça ne signifie absolument pas l'affaiblissement de la puissance américaine. Oui, bien sûr. Si, quand même. Alors les éléments de la puissance sont toujours là, encore faut-il qu'il y ait une vision du monde derrière et puis une volonté. Or là, on la voit pas du tout, en dehors des grands principes démocratiques, agités en permanence pour la galerie. On ne sent pas, je dirais, une volonté de puissance organisée. Non, il y a quand même c'est vrai, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi quand même un affaiblissement du pouvoir militaire, de l'efficacité des services secrets, parce que cette anticipation selon laquelle Kaboul allait tenir très longtemps, mais elle n'a pas tenu 5 minutes quand les talibans sont venus. C'est-à-dire que là, il y a une erreur d'analyse extrêmement profonde qui montre... Si j'étais américain, je serais préoccupé par le niveau d'incompétence qui monte et dans l'armée et dans les services secrets. Encore que l'armée est certainement moins coupable que les services secrets américains qui ont mal influencé les dirigeants américains. Et puis tous les think tanks qui ont fait le choix du mondialisme progressiste, totalement optimiste pour l'avenir, et qui ont complètement sous-estimé les forces profondes qui sont toujours déterminantes dans le paysage géopolitique du monde. C'est sûr. Mais cette volonté de puissance existe quand même toujours. Ils ne veulent pas se faire dépasser par la Chine et ils restent présents dans énormément de pays. Pensez qu'en Syrie, où ils sont censés ne pas avoir été, ils ont en toute illégalité, vous me direz depuis l'Irak, l'égalité, illégalité, ce ne sont plus des critères, mais les Américains ont beau dire fini les grandes aventures, on va se retirer de toute une série de pôles qui ne sont plus prioritaires, mais qui quittent la Syrie à ce moment-là. Ils occupent tout le reste de la Syrie. C'est tout de même incroyable, avec leurs alliés kurdes, qu'ils ont d'ailleurs abandonnés dans le nord au profit d'Erdogan, pour ne pas fâcher Erdogan. Il a fallu que ce soit les Russes qui arrêtent les Turcs au bout d'un moment, sinon les Turcs prenaient la Syrie. Eh bien, tout le nord-est est occupé par les Américains et tous les puits de pétrole et gaziers syriens. Alors, c'est pas un très gros producteur. C'est la région de Deir ez-Zor.
Alors c'est au-delà de Deir ez-Zor, c'est-à-dire tout ce qui est à l'est de l'Euphrate. Et les Américains, alors ça, ce sont les Kurdes qui sont là, ils ont le parapluie américain, mais les Américains eux-mêmes sont un peu plus au nord, dans l'extrême nord-est de la Syrie, autour de Hasakeh. C'est plus dans ce coin-là. Et ils ont construit en plein désert, plein sud, le long de la frontière jordanienne, une base. Oui, à Deraa, Al-Tanf. Près de Deraa. Alors, à 150 km à l'est de Deraa. Et là, vous avez une base où il y a plusieurs centaines de soldats américains en toute discrétion et plusieurs centaines d'ex-miliciens islamistes de Daesh et d'autres, d'Al-Nosra et autres, récupérés par les Américains, armés, entraînés par les Américains, qui sont là au cas où. Au cas où les Iraniens se montreraient trop pressants, au cas où l'armée syrienne voudrait... C'est justifié par une éventuelle menace iranienne. Oui. C'est ça. Oui, il faut essayer de gêner au maximum, ce que fait l'aviation israélienne par ailleurs de son côté très régulièrement, que le pont Iran-Irak, Syrie et jusqu'au Hezbollah libanais, donc au sud Liban, se fasse avec trop de fluidité, trop de facilité. Il faut empêcher l'arc chiite de fonctionner de manière autonome. Et donc les Américains ont fait une fois pour toutes le choix de l'axe sunnite, indépendamment de l'axe sioniste, les deux se complétant en l'occurrence. De fait, d'une manière inattendue mais révélatrice ces derniers mois. Exactement, et c'est pour ça qu'ils ont obligé l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi et tous les autres à se rapprocher d'Israël. Et donc cette base américaine en plein sud de la Syrie est là pour empêcher l'arc chiite. D'ailleurs, c'est assez intéressant de noter qu'il y a eu des Afghans chez Daesh, chez Al-Nosra, des volontaires sunnites, et il y a eu des volontaires chiites afghans dans les milices iraniennes et dans les milices syriennes. C'est-à-dire que la guerre civile afghane s'est un peu déplacée les Hazaras. Les Hazaras, il y en a plusieurs milliers qui ont combattu, en Syrie. C'est une mosaïque assez complexe, mais il ne faut jamais oublier que l'opposition sunnite-chiite reste valable dans tous les schémas. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on a peine à imaginer ici, je crois, parce qu'on a le souvenir, bien sûr, chez nous, des anciennes guerres de religion entre catholiques et protestants, mais qui sont évidemment complètement éteintes aujourd'hui, si on accepte l'Irlande du Nord. Oui. Mais en terre d'islam, c'est encore un paramètre tout à fait important pour expliquer les rivalités, les conflits de puissance et les enjeux géopolitiques en cours. La guerre en Syrie était le cœur de ça, effectivement. Et en Syrie, ces Américains-là qui s'installent près de la frontière jordanienne, qui sont installés au nord, ils restent hostile à Bachar el-Assad. Totalement. Les Américains ne sont pas prêts de rouvrir leur ambassade. Ils ont, par le biais de la loi César, qu'ils ont voté triomphalement au Congrès, renforcé les sanctions contre la Syrie, ce qui gêne plus le peuple syrien. On sait comment ça se passe, qui, comme le peuple libanais, est passé en dessous du seuil de pauvreté, et on estime que plus de la moitié de la population syrienne aujourd'hui est en état de malnutrition structurelle à cause des sanctions américaines. Bien sûr, Et donc, il faut que ce soit les Iraniens qui forcent les blocus pour envoyer du pétrole pour qu'au moins les voitures puissent rouler, tant au Liban qu'en Syrie. Et donc, les Américains mentent, alors vous me direz, c'est un pléonasme ce que je fais là, mais mentent de façon éhontée en ce moment en disant non, les grandes aventures, c'est fini, on arrête, on se retire. Ça aussi, c'est pour la galerie, pour l'opinion publique. Et bien à ce moment-là, qui quitte la Syrie, qui quitte l'Irak aussi, ils sont toujours en Irak, avec un pouvoir qui aimerait bien se débarrasser d'eux, mais ils n'ont pour l'instant absolument pas l'intention de partir. Et pourquoi ils ne veulent pas partir ? Parce qu'ils ne veulent pas laisser le Proche-Orient vide de toute occupation américaine et que les bases au sud, notamment au Qatar et dans les Émirats arabes unis, ne leur paraissent pas suffisantes pour garder un œil sur l'ensemble du Proche-Orient. Oui, puis l'Irak, finalement, c'est un pouvoir chiite qu'ils ont mis en place en renversant Saddam Hussein. C'est tout le paradoxe. C'était dans l'ordre naturel des choses, et la résistance à laquelle ils ont été confrontés, ça a été une résistance sunnite. D'où est né Daesh. Ce sont les Américains qui ont créé Daesh. D'où est né Daesh. Donc, là, ils ont créé Ben Laden et ils ont créé Daesh. On peut constater une incohérence totale dans la politique américaine, dans ce vaste
zone de l'arc de crise qui va de la Méditerranée jusqu'à la Chine, pratiquement. Ce qui explique leurs échecs et ce qui explique leur affaiblissement. Alors peut-être pas encore la fin de l'hégémonie américaine, mais ils vont avoir quand même de moins en moins de moyens, pas tellement en termes d'argent, parce qu'ils peuvent toujours, ils ont toujours la plus grande armée du monde, la meilleure force de frappe, et ça c'est pas prêt de se terminer. Oui. Mais il faut l'utiliser dans un contexte qui soit pas trop hostile. Or la façon dont l'affaire afghane se termine, fait que même les Européens ont été extrêmement mécontents. Et Dieu sait qu'il leur en faut beaucoup pour douter du sacro-saint parapluie nucléaire américain. Et les Français ont été très discrets sur le sujet, mais les Allemands et les Anglais étaient extrêmement mécontents, et eux étaient encore sur place, contrairement à nous. Oui. Et donc, et Merkel et Johnson ont fait part aux Américains de leur mécontentement. Ils n'ont été informés de rien. Ils ont été mis devant le fait accompli. C'est pas comme ça qu'on traite ses alliés. Alors on sait que les Américains traitent mal leurs alliés, mais il serait temps que l'Europe sorte les un Anglais, petit peu de les Anglais sa ont perdu beaucoup de monde au cours de cette guerre. Ils ont été d'une loyauté totale envers l'Amérique qui ne leur rend pas. Ça a été beaucoup plus lourd. Et la relation spéciale entre Londres et Washington, là, effectivement, on a pris un coup dans l'aile. Oui, tout à fait. Johnson espérait pouvoir, en sortant du Brexit, nouer une relation privilégiée avec l'Amérique. Il faut qu'ils comprennent, une fois pour toutes, que l'Amérique ne pense qu'à elle et à personne d'autre. Alors ça pourrait être l'occasion pour l'Europe d'un petit réveil. Les États ont la politique de leurs intérêts. Alors il y a un temps où le rapport des forces fait on est obligé de faire avec, mais il y a une autre époque où ils seraient heureux de retrouver les moyens de l'autonomie. C'est vrai, mais le mépris avec lequel les Américains ont traité leurs alliés européens dans cette histoire laissera des traces quand même. Il semble que ce soit parti pour, oui. Notamment quand on voit l'attitude, comme vous l'avez dit, des Allemands, qui étaient les plus soumis d'entre tous les plus soumis. Oui. Les Anglais, c'est différent, c'est un peu une querelle d'amoureux, mais les Allemands, ils avaient vraiment réussi là à imposer leur marque d'une manière indiscutable. Et là, ils sont d'autant plus vexés que c'est la première fois que l'armée allemande intervenait depuis 1945 dans un pays, alors de façon assez modérée, en dépit d'une ou deux bavures. Oui. Bon, et finalement, ils étaient assez fiers du travail qu'ils avaient accompli là-bas. Et la façon dont ça se termine, et la façon dont ils sont informés que tout ça se termine le 31 août, et ils sont informés, mais à peine quelques jours avant, le retour des soldats allemands en Allemagne a laissé une grande amertume. Évidemment, oui. Évidemment. Alors, je sais que vous êtes aussi un grand spécialiste du Liban. Vous y avez consacré de nombreux articles sur Boulevard Voltaire. La situation là paraît bien sûr éloignée de celle de l'Afghanistan, mais que peut-on dire de l'évolution des choses et du rapport des forces dans ce micro-pays du Proche-Orient, qui n'en est pas moins un point très sensible dans cette région. Très sensible, et il y a lieu d'être assez pessimiste pour l'instant. Le Liban va très très mal, comme jamais en réalité. C'est probablement la plus grave crise que connaît le Liban depuis qu'il existe. Et le drame, c'est que tant que l'armée est fidèle aux institutions, il ne se passera rien. Voilà. Alors on peut comprendre la prudence de l'armée, mais quand le peuple entier se révolte, et une révolte pacifique, une révolte douce. Oui. Quand vous avez tout le peuple libanais qui, du nord au sud, tout le long du littoral, a fait une chaîne humaine pour demander un changement, pour demander, c'est la révolution d'octobre, comme ils l'appellent là-bas, une révolution douce, encore une fois, qui n'a pas fait de mort, et qui demande un changement d'institution et qui demande d'avoir enfin une classe politique qui, au lieu de se remplir les poches, dirige. Et là, ils sont tous dans le même sac, y compris les chrétiens, j'ai peine à le dire, mais y compris les chrétiens, les sunnites et les chiites. Et ils sont toujours d'accord, cette classe politique, que ce soit les Hariri, le général Aoun ou le Hezbollah libanais, pour que surtout rien ne change. La banqueroute libanaise liée à M. Salamé, le banquier qui s'est fait prendre à la douane française avec des centaines de milliers de dollars dans sa valise et qui a des millions sur ses comptes en banque en Suisse, c'est une honte. C'est une honte. Et donc, la réaction des États-Unis et de l'Europe, c'est de dire
on ne donnera pas d'argent tant que ça ne changera pas. Le problème, c'est que ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Comment voulez-vous que ça change? Ça peut pas changer. La classe politique unie, sunnite, chiite, chrétien, pour décider, rien ne doit changer. Pour se répartir, pour se répartir les dépouilles. Pour se répartir les dépouilles, aucun investissement n'est fait. Les ordures ménagères, il y avait une fameuse crise ordures ménagères. C'est toujours pas traité. J'ai vu de mes yeux dans le nord du Liban des camions-bennes remplis d'ordures quitter une ville et déverser tout ça directement dans la mer Méditerranée. Là, il n'y a plus une plage du Liban où vous pouvez vous baigner tellement c'est pollué. Ce pays, les rivières libanaises sont dans un état lamentable, des rejets industriels pour le peu d'industrie qui fonctionne, aucun investissement pour l'eau, pour l'électricité, des coupures d'eau et d'électricité partout, y compris à Beyrouth. Aujourd'hui, le Liban est en train de sombrer. C'est affreux ce qui se passe au Liban. Mais alors, vous évoquez une éventuelle intervention de l'armée, mais il n'y a pas autant que je me souviens, il n'y a pas de tradition d'intervention de l'armée dans les affaires politiques au Liban. La composition du pays, avec ses diverses communautés, tout peut l'expliquer, mais alors cette armée, au bout du compte, à quoi sert-elle? Puisque en plus, la milice Hezbollah fait davantage qu'elle quand il y a une attaque israélienne. Et puis s'il y avait un conflit entre le Hezbollah et l'armée, ce qui n'arrivera pas, mais s'il y avait un conflit, je ne sais pas qui gagnerait. La puissance de feu du Hezbollah, c'est quelque chose. C'est la seule milice qui n'a pas été désarmée à la fin de la guerre civile. Le général Aoun a attaqué les phalangistes chrétiens pour les obliger à désarmer. Quand même, il faut accepter une chose pareille. C'est les phalangistes chrétiens de Samir Jaja. C'est ça, en 1990, à la fin de la guerre, les FL, les forces libanaises, donc les chrétiens, ne veulent pas rendre leurs armes en disant « mais le Hezbollah ne rend pas les siennes, pourquoi nous on rendrait les nôtres ?» Et donc l'armée libanaise, sur ordre du général Aoun, a attaqué ces milices. Il y a eu des centaines de morts. Il y a eu des centaines de morts. Entre chrétiens, c'est quand même extrêmement douloureux. C'est un épisode bien oublié aujourd'hui. Oui, quand vous discutez avec d'anciens militants des forces libanaises, si vous leur parlez du général Aoun, ils se crispent. Ils le considèrent comme le traître. Oui, un peu. Et d'avoir fait alliance avec le Hezbollah pour devenir président. Alors, le fait qu'il ait fait alliance avec le Hezbollah pour devenir président, parce qu'il fallait bien qu'il fasse alliance avec un des deux. Il a choisi les chiites plutôt que les sunnites. Après tout, pourquoi pas ça se trouve des gens des forces libanaises qui m'écoutent dire si, j'en aurais préféré quand même que ce soit les sunnites. Mais ça se discute, ces choses-là. Il ne pouvait pas le faire tout seul, il fallait bien qu'il s'allie avec quelqu'un. Mais ce qu'on pouvait espérer, c'est qu'avec sa présidence, il allait faire bouger les choses et mettre fin à un niveau de corruption quand même extrêmement élevé et enfin consacrer l'argent de l'État libanais. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en avait quand même un peu, pour faire des réformes et pour faire surtout des investissements. Ce pays n'a fait aucun investissement depuis des décennies. Aucun. Alors que c'est un pays qui, au Proche-Orient, il y a une cinquantaine d'années, apparaissait un peu, c'était la Suisse du Proche-Orient, selon la formule consacrée, comme un pays modèle. Là, il y a eu un naufrage qui a commencé avec la guerre civile en 1975. Oui, mais quand vous discutez avec les Libanais, effectivement, l'âge d'or des années 60-70, après la guerre civile, mais ils disent tous ce qu'on vit aujourd'hui, on ne l'a jamais vécu. À ce point-là, Au moins pendant la guerre civile, entre deux bombardements, on pouvait acheter des médicaments, acheter une baguette, ils ne peuvent même plus acheter des médicaments. La diaspora libanaise qui voyage aujourd'hui pour aller au Liban, ils mettent dans leur valise, et c'est autorisé par l'aéroport, vous venez avec tout ce que vous voulez. Et je connais des gens qui sont venus avec des milliers d'euros de médicaments, des valises entières de médicaments pour alimenter pour pallier les déficits locaux. Et donc c'est effrayant, vous ne pouvez plus acheter une aspirine dans une pharmacie de Beyrouth aujourd'hui. Donc jamais ils ont connu ça. Et il y a des monastères libanais qui jouaient un rôle d'aide considérable pour des familles chrétiennes en train de basculer dans la pauvreté. Mais qui n'ont plus les moyens. Ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus les moyens de le faire. La livre libanaise s'effondre. Et on continue, Européens, on n'a rien compris à l'histoire, on continue à ne pas donner d'argent au Liban sous prétexte le régime est corrompu, c'est vrai. Donc on ne va pas leur donner d'argent. De l'argent qui va être gaspillé. Donnez-les à d'autres. Organisez les choses. Ce pays va mourir. Et donc là, la tragédie libanaise, ça fait beaucoup de peine parce qu'elle atteint un point qui ne s'est jamais produit. À ce point-là, ça n'est jamais arrivé. Mais qui, au-delà de ça, jusqu'où va-t-on aller ? Il n'est pas exclu, vous vous rappelez sûrement de cette grande famine organisée par les Ottomans en 1915,
En 1915-1916, vous avez 500 000 maronites des montagnes qui sont morts de faim. Et ils ont eu beau aller à Beyrouth, ils continuent à mourir de faim. Et le bateau français qui a forcé le blocus ottoman et dont l'équipage est descendu à Beyrouth n'en sont pas revenus. Ils n'ont vu que des morts vivants et des squelettes. Et cet épouvantable génocide ottoman, ils étaient en pleine forme en 1915-1916, parce qu'en même temps, ils tuaient 300 000 Assyro-Chaldéens et 1 million d'Arméniens. Donc, et ils tenaient le choc aux Dardanelles. Par ailleurs. En plus, donc effectivement... C'est vraiment une vengeance très sympathique. L'Empire avait encore de la force. Eh bien, on est très loin évidemment de cette famine-là, mais quand même, la malnutrition, on n'y croit pas quand on lit ça, mais la malnutrition est en train de se répandre au Liban. Les gens ne mangent plus à leur faim. C'est quand même effrayant. Et puis ils ne trouvent plus de travail. Et puis, après l'explosion du 4 août 2020, ils se sont débrouillés tout seuls. Ils ont déblayé eux-mêmes tous les gravats. Il n'y a pas eu un soldat, il n'y a pas eu un policier, il n'y a pas eu aucune organisation des secours. L'État libanais n'a même pas été capable de déplacer les gravats. Même pas. C'est quand même effrayant. Ça en dit long sur la situation. Est-ce qu'on a des lumières à propos de cette explosion-là qui demeure l'objet un peu de toutes les polémiques et de tous les débats? C'est un événement assez mystérieux. Ce nitrate d'ammonium était présent dans le port depuis des années. Ça, on en a la certitude. Pourquoi est-il venu là? Pourquoi ce navire poubelle s'est arrêté là? Premier mystère. Premier mystère, le juge qui enquête là-dessus, le malheureux, essaye de démêler ça, mais il va avoir du mal, il est tout seul. Un juge pour une opération pareille. Bon. Et donc, premier mystère, que faisait ce bateau poubelle avec 2600 tonnes de nitrate d'ammonium? Ensuite, ça a été déplacé dans un silo non sécurisé. Pourquoi? Et, cerise sur le gâteau, un certain nombre de chimistes libanais ont dit qu'il ne pouvait pas y avoir 2600 tonnes de nitrate d'ammonium, sinon il n'y avait plus rien de Beyrouth. Plus rien. Donc, il y avait au moins la moitié, voire les 2/3, qui étaient déjà partis. Qui étaient déjà partis, C'est l'hypothèse aujourd'hui, non officielle, mais c'est une hypothèse de travail tout à fait crédible, émise par un certain nombre de chimistes libanais. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'assassinats non élucidés, notamment un officier chrétien des douanes il y a quelques années qui avait alerté tout le monde sur la présence de ce nitrate d'ammonium. Il dit aucune mesure de sécurité n'est prise, c'est une bombe, il faut faire extrêmement attention. On l'a retrouvé assassiné, donc il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Je ne crois pas à l'ogive israélienne qui serait tombée là accidentellement, comme ça a été dit. Je ne crois pas non plus à un attentat organisé par le Hezbollah. Il n'y avait aucun intérêt. Aucun intérêt, oui. Je crois plus à un stock utilisé par le Hezbollah, qui aurait donc organisé, mais tout ça est au conditionnel, qui aurait organisé cette arrivée de ce bateau poubelle avec ses 2600 tonnes, et la vente progressive de ce nitrate d'ammonium. Donc il ne fallait pas qu'il y ait trop de mesures de sécurité, et il fallait surtout laisser le Hezbollah gérer ça. C'est l'hypothèse émise par le juge, qui du coup est l'objet de beaucoup de suspicions. J'espère qu'il est bien gardé. Bien, merci infiniment Antoine Delacoste pour tous ces éclairages concernant cette région de crise et de tension qui va de la Méditerranée jusqu'à l'Afghanistan. Merci donc de votre venue. Merci Philippe Conrad. Il y a 240 ans se déroulait au large de la Virginie une bataille navale dont l'issue va servir la cause des insurgés américains qui luttent contre l'Empire britannique. C'était le 5 septembre 1781. Cette bataille victorieuse est menée par un marin français de grande renommée, l'amiral François de Grasse. La guerre d'indépendance a commencé en 1775. Les 13 colonies, en tout cas une partie, s'est révoltée contre la couronne anglaise et ils ont trouvé dans le royaume de France un allié qui compte ainsi prendre sa revanche contre le souverain anglais après la désastreuse guerre de 7 ans. Par la présence de Lafayette, de Rochambeau, la France s'est engagée aux côtés des insurgés américains en 1778. En 1781, la guerre se poursuit en Virginie. Pourtant, c'était un théâtre de guerre jusqu'alors secondaire.
Si sur terre, les troupes sont commandées du côté américain et français par le général Washington et par le célèbre Rochambeau, ils ont besoin sur mer de l'appui de l'amiral de Grasse, dont la flotte a quitté les Antilles pour soutenir l'offensive terrestre. En effet, jusqu'à présent, les Anglais tiennent les côtes américaines, ce qui cause beaucoup de soucis à Washington. Du côté anglais, c'est le général Clinton qui dirige les opérations terrestres depuis New York. L'amiral de Grasse n'est pas au début de sa carrière. Il est né en 1722, il a donc à l'époque 59 ans. Il est né dans un petit village du sud de la France, aujourd'hui Bar-sur-Loup, et il est entré dans la marine à l'âge de 11 ans. Il a de nombreuses campagnes et victoires derrière lui, et il est depuis mars 1781 à la tête d'une flotte de 20 vaisseaux de ligne, de frégates, corvettes, des vaisseaux de transport et des ravitailleurs qu'il a menés aux Antilles depuis la France. Il s'est emparé au passage de Sainte-Lucie, puis faisant escale à Cap-Français, à Saint-Domingue, aujourd'hui Cap-Haïtien, il embarque la garnison du général Saint-Simon pour l'emmener renforcer les troupes de Rochambeau. Sur mer, c'est l'amiral Rodney qui dirige la flotte anglaise et qui tente d'attraper l'amiral de Grasse. Pour le moment, l'anglais ne sait pas si l'amiral français veut regagner l'Europe ou s'il va se diriger vers l'Amérique. Au cas où, il charge alors Samuel Hood, à la tête d'une flotte de 14 vaisseaux, de traquer de Grasse et de l'empêcher de prendre contact avec les rebelles. Mais de Grasse est plus malin. Quand Rochambeau lui fait parvenir un message qui l'informe que début juillet 1781, les insurgés ont reçu des renforts français amenés par le comte Barras de Saint-Laurent, il lui demande sur l'avis de Washington de choisir le meilleur endroit d'où la flotte française pourra le mieux appuyer l'offensive terrestre des insurgents, et de Grasse se dirige toute voile dehors vers le nord en longeant au plus près les côtes américaines. Il parvient ainsi à semer son poursuivant Hood. Les escadres françaises de Grasse ont donc derrière elles l'amiral Hood, qui les poursuit, et au nord, celle du contre-amiral Thomas Graves, qui est encore à New York, persuadé que la flotte française fait relâche aux Antilles. Hood poursuit l'amiral de Grasse, mais ignore que celui-ci longe les côtes et il le dépasse sans le savoir. Il arrive donc le premier dans la baie, dans cette immense baie de Chesapeake, et n'y trouvant personne, il remonte vers la baie de l'Hudson, persuadé de pouvoir barrer la route des Français qui vont forcément remonter jusqu'à New York. Mais l'amiral de Grasse choisit de ne pas aller jusqu'à New York. Il arrive à l'entrée de Chesapeake 5 jours après le passage de Hood et considère qu'il sera là le plus à même d'appuyer une offensive terrestre des insurgents. Il prend alors contact avec Rochambeau et Washington afin qu'ils se dirigent vers Yorktown et débarquent pendant ce temps-là tranquillement les troupes qu'il a amenées. Barras, le chef d'escadre de la petite escadre française qui est au nord, a reçu l'ordre de quitter Newport pour rejoindre de Grasse, pendant que Rochambeau, lui, descend également vers le sud. Là, les amiraux anglais finissent par comprendre que la bataille n'aura pas lieu dans la région de New York et ils décident alors de cingler aussi vers le sud, vers cette immense baie de Chesapeake. Pendant ce temps-là, Lord Charles Cornwallis, qui commande le gros des troupes anglaises, reçoit du général Clinton l'ordre de s'établir à Yorktown, dans un port fortifié. C'est là que 4 vaisseaux envoyés par de Grasse lui bloquent l'accès à la mer à l'embouchure des rivières James et York, qui entourent la ville, tandis que Cornwallis est assiégé par la terre, harcelé par Lafayette, et ne peut plus alors prévenir et ne faire parvenir aucune information à Graves et le prévenir des mouvements des insurgés américains et français réunis. Le 5 septembre au matin, les troupes terrestres de Washington et Rochambeau font la jonction avec les troupes débarquées par de Grasse, ce qui fait écrire à un Rochambeau enthousiaste: c'est peut-être le hasard le plus extraordinaire que pour une expédition combinée à la fois depuis les îles sous le vent et à la fois depuis le nord de l'Amérique, nous nous soyons trouvés au rendez-vous dans la baie, au sud de l'Amérique, à 1 heure à peine de différence. Il est vrai que c'est un exploit au regard des moyens de communication de l'époque. Cela n'empêche pas que cette matinée du 5 septembre va leur réserver une autre surprise moins agréable, celle-ci. Les Anglais, avec une flotte donc de 19 vaisseaux de ligne et de 7 frégates, naviguent vers la baie, mais eux-mêmes ne pensent pas y trouver de Grasse puisque Hood ne l'a pas vu en remontant. Ils naviguent ainsi
Hood est sur la London, Graves est au centre sur la Barfleur et le célèbre Samuel Francis Drake est à l'arrière-garde sur la Princessa. Quand ils arrivent à l'entrée de la baie de Chesapeake, l'une de leurs frégates en éclaireur aperçoit des voiles au fond. Ce doit être Barras et sa petite escadre. Les Anglais sont persuadés qu'il s'agit seulement d'une petite partie de la flotte française. Ils ne se doutent pas qu'il s'agit en fait de toute la flotte de l'amiral de Grasse. Les Français de leur côté ne s'attendent pas à l'arrivée soudaine des navires anglais. Une partie des équipages est à terre. 1800 hommes et 90 officiers qui sont en train de débarquer le matériel pour renforcer les troupes de l'armée des insurgés. La même incertitude que chez les Anglais règne pendant quelques instants chez les marins français. Les voiles qu'ils aperçoivent au loin ne sont-elles pas celles des navires de la division Barras, qui doit lui aussi débarquer des renforts venant de Newport? Mais bientôt, il n'y a plus de doute. Une frégate de surveillance les avertit qu'au nombre des navires en présence, il ne peut s'agir que des Anglais. Il y a maintenant 27 bâtiments, dont 19 de ligne, c'est-à-dire les plus dangereux, ceux qui, durant les combats navals, utilisent principalement l'artillerie. Il est 10 heures du matin. De Grasse, sur le Ville de Paris, le vaisseau amiral, prend immédiatement la mesure du danger. Il ne faut pas se laisser bloquer au mouillage et ainsi faire des cibles faciles. Ce pourrait être une catastrophe, cela pourrait provoquer la destruction totale de la flotte. En outre, si Barras arrive, il sera en sous-nombre. De Grasse ne pourra pas l'appuyer s'il reste bloqué dans la baie. Manque de chance, les courants sont contraires. La marée monte et le vent souffle vers la terre. Imaginez la difficulté pour manœuvrer des navires de cette taille, des bateaux du XVIIIe siècle, uniquement à la voile. Pour sortir de l'immense baie entre les deux caps qui la ferment, le cap Henry et le banc de Middle Hunt, les navires français devraient pour cela louvoyer pendant des heures. C'est alors que le génie et l'audace de Grasse, ainsi que l'habileté de ses marins, et puis également l'entraînement qu'ils ont suivi grâce à l'amiral, vont faire la différence. Au lieu de remonter les ancres, manœuvre faite à bras à l'époque, longue, difficile, De Grasse donne l'ordre de laisser filer les câbles. Et chaque navire va devoir sortir indépendamment des autres. Nous reformerons les lignes plus tard. En 15 minutes, c'est un exploit. Les vaisseaux sont tous appareillés, les voiles sont envoyées, les bâtiments sortent enfin de la baie. L'opération est allée si vite que 200 marins et officiers vont rester à terre, pas le temps de les faire revenir. Les marins français et leur amiral ont réussi une manœuvre incroyable et qui montre la parfaite maîtrise de la navigation par des équipages exceptionnels. Au contraire, Hood a réagi trop tard et a laissé passer une occasion en or, tomber à bras raccourcis sur les vaisseaux français avant qu'ils ne doublent les caps, au moment où ils sont le plus vulnérables. De Grasse peut alors reformer la ligne de ses escadres avec l'aide de Bougainville qui va se placer heureusement entre la flotte anglaise et le reste de la flotte française. Comme ça, la flotte française peut reformer ses lignes tranquillement et le combat peut commencer. Il est 16 heures. L'amiral de Grasse peut crier « Branle-bas le combat, vive le roi !» Le réfléchi, 5e de la ligne française, reçoit la première volée de canon. Son commandant, le capitaine de vaisseau, Bourdet, est tué. Les 4 navires de tête sont alors très éprouvés dans les premières minutes du combat. Ils essuient les feux de 8 vaisseaux anglais, en particulier le Marseillais commandé par M. de Castellane qui réplique et inflige à son tour de lourdes pertes à l'ennemi. Le Princessa de Drake lutte contre le diadème français et se prépare à l'aborder quand le Saint-Esprit du capitaine de vaisseau Chabert, je cite, ouvre un feu terrible que ces messieurs d'Albion ne purent supporter, si bien qu'ils durent venir dans le vent. Le diadème est sauvé. Au même moment, c'est Bougainville, à bord de l'Auguste, qui prend sous son feu le vaisseau amiral anglais, le Terrible. Si celui-ci ne coule pas tout de suite, il ne s'en remettra pas et sera abandonné quelques jours plus tard, irrécupérable. Une anecdote. Pendant le duel entre l'Auguste et le Terrible, 2 marins français sont tués par un boulet pendant qu'ils tentent de réparer le hunier de misaine de leur vaisseau. L'un des cordages, la bouline, s'était détaché. Bougainville s'écrie alors « Ma bourse, à qui repassera cette bouline ?» Un jeune matelot se précipite, répare le dommage et répond en même temps à son commandant « Amiral, vous n'avez pas à me payer pour faire mon devoir. » Quelle époque! Les Français prennent l'avantage, ils tiennent leur ligne et dirigent leurs canons en enfilade vers la flotte anglaise. Graves décide alors de s'écarter, ayant pour lui le vent. Pendant 4 jours, les navires ennemis s'observent, les Français ne pouvant rejoindre les Anglais à cause du vent contraire. Le 9 septembre au matin, le vent devient favorable aux Français qui se rapprochent tous à bord ouvert vers la flotte anglaise. Mais contre toute attente, non seulement les Anglais ne veulent pas reprendre le combat, mais Graves fait hisser le signal de retraite générale et sa flotte s'échappe, toute voile dehors.
De grâce, sachant que Barras a pu entrer sans encombre dans la baie de Chesapeake, décide de repartir au mouillage, restant maître de la baie, victorieux. Le nombre de tués et blessés chez les Français est de 220, chez les Anglais 337. Le bilan matériel est pour les Anglais bien plus catastrophique que le nôtre. Ils vont perdre le Terrible, leur vaisseau amiral, incendié car inutilisable. La Princessa a perdu son mât de une. Le Shrewsbury, ses 2 mâts. L'Intrépide vergue de une coupée, les autres mâts endommagés. L'Ajax prend l'eau et pour finir, le Montaigu semble flotter par miracle. Côté français, 2 navires ont réellement été endommagés, le Diadème et le Caton. L'amiral de Grasse va alors attendre pendant plusieurs jours à la tête de sa flotte de 36 navires la contre-offensive anglaise, qui ne surviendra jamais. À terre, les troupes de Washington et de Rochambeau, renforcées des renforts de Barras et débarrassées de tout danger du côté de la mer, peuvent achever le siège de Yorktown, où Cornwallis capitule le 19 octobre. La guerre d'indépendance des États-Unis vient de connaître un tournant décisif. L'anglais Callanter écrira avec amertume à propos de la bataille navale de Chesapeake, que d'autres qualifieront plus tard de Waterloo naval. Ce n'est pas la déclaration d'indépendance qui a donné le jour aux États-Unis, pas plus l'alliance de la France ou la défaite de Burgoyne à Saratoga. Ce fut la bataille de Chesapeake qui décida de l'issue finale de la guerre, couronna l'œuvre de Washington et réduisit en sang notre ambition grandiose de conserver l'Amérique du Nord sous l'obédience de la couronne.